Quelque chose d'étrange se produit dans nos vies à partir d'un certain âge. Quelque chose que l'on n'ose pas vraiment nommer, parce que cela touche à ce que nous avons de plus intime, de plus construit, de plus précieux. Des couples qui se séparent après 30, 40, parfois 50 ans de vie commune. Des hommes et des femmes qui ont traversé ensemble les maternités et les deuils, les déménagements et les retraites, les enfants qui grandissent et les parents qui vieillissent et qui, à 60 ans passés, se regardent un matin et réalisent qu'ils ne savent plus très bien pourquoi ils sont là ensemble dans cette cuisine, dans cette vie. Ce phénomène est réel. Il est même en forte augmentation depuis une vingtaine d'années. On l'appelle parfois le divorce gris, une expression un peu froide pour décrire quelque chose de profondément humain. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui avec vous, c'est prendre le temps de comprendre, pas de juger, pas de pointer du doigt, comprendre avec la douceur et la rigueur que ce sujet mérite. Parce que derrière chaque séparation tardive, il y a une histoire, il y a des années de non-dits accumulés, il y a des besoins qui se sont transformés et que les deux partenaires n'ont pas toujours su reconnaître à temps. Il y a des attentes déçues, des identités qui ont évolué, des silences qui sont devenus des murs. Et parfois, oui, il y a aussi une forme de courage. Le courage de dire ⁇ cette vie ne me ressemble plus ⁇ le courage de recommencer. Mais avant d'en arriver là, avant que la séparation ne devienne la seule issue possible, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ronge un couple de l'intérieur, lentement, silencieusement, sur des décennies? C'est la question que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Je dois vous dire quelque chose d'emblée. Je ne suis pas là pour vous donner des recettes. Je ne crois pas aux recettes de couple, de la même façon que je ne crois pas aux recettes de bonheur. Ce que je crois, c'est à la lucidité bienveillante. Regarder les choses en face, avec tendresse. Reconnaître ce qui est difficile sans se punir. Comprendre pour mieux choisir. Et dans cette compréhension, trouver peut-être un espace pour avancer, que l'on soit en couple ou que l'on ait décidé de ne plus l'être. Alors laissez-moi commencer par une image. Imaginez un arbre planté il y a 40 ans dans un jardin. Au fil du temps, les racines se sont enfoncées dans le sol, les branches se sont étendues, l'arbre a résisté aux tempêtes. Il est devenu une présence, quelque chose que l'on ne regarde plus vraiment parce qu'il a toujours été là. Et puis, un jour, on réalise que cet arbre a changé, que ses branches ne poussent plus dans la même direction, que ce jardin lui aussi a changé, et que la relation entre l'arbre et le sol qui le nourrit doit peut-être être repensée. Le couple ressemble à cet arbre. Il a ses racines profondes, ses années d'histoire partagée. Mais il vit aussi dans un sol qui évolue. Et si personne ne prend le temps de l'entretenir, d'observer comment il grandit, de l'arroser aux bons endroits, alors même le plus solide des arbres peut finir par se dessécher de l'intérieur. Commençons par parler de ce moment de vie que représente la soixantaine. C'est une période que la psychologie contemporaine reconnaît comme une véritable transition existentielle. Pas une crise au sens catastrophique du terme, mais une reconfiguration profonde de notre rapport à nous-mêmes, au temps, aux autres. Quelque chose se dépose en nous à cet âge. Une sorte d'urgence tranquille, l'urgence de vivre vraiment, de ne plus attendre, de ne plus faire semblant. C'est l'âge où, pour beaucoup, les enfants sont partis. La maison est plus silencieuse. Le travail, lui aussi, s'approche de sa fin, ou l'a déjà trouvé. Et soudain, pour la première fois depuis des décennies peut-être, deux personnes se retrouvent face à face, sans les rôles qui les définissaient. Papa et maman, le professionnel et la professionnelle, les parents des enfants de monsieur et madame. Et la question qui émerge, souvent à voix basse, parfois avec une forme d'effroi, c'est « Qui sommes-nous, toi et moi, quand nous ne sommes plus tout ça ?» Cette question est magnifique. Elle est aussi vertigineuse.
Et si le couple n'a pas cultivé au fil des années une intimité qui va au-delà des fonctions et des rôles, elle peut devenir déstabilisante. Parce que la réponse peut être ⁇ je ne sais pas, je ne sais plus, nous nous sommes perdus de vue ⁇ Et là, quelque chose de douloureux se produit. Deux personnes qui se sont aimées, qui ont construit une vie ensemble, réalisent qu'elles se sont développées en parallèle plutôt qu'ensemble, comme deux lignes qui partaient du même point et qui imperceptiblement ont divergé année après année, sans que personne ne le remarque vraiment jusqu'au moment où l'écart est devenu trop grand pour être comblé par la simple habitude. J'ai rencontré dans ma pratique clinique et dans les témoignages que des patients ou des lecteurs m'ont confiés au fil des années des histoires qui illustrent ce phénomène avec une précision presque douloureuse. Je pense à une femme que j'appellerais Hélène, 63 ans, mariée depuis 38 ans. Elle me dit, lors d'une consultation, je ne lui en veux pas, je ne suis pas en colère, je suis juste absente, comme si je m'étais éteinte à l'intérieur de cette relation, et que personne n'avait remarqué que la lumière avait disparu. Ce que décrit Hélène, c'est ce que l'on pourrait appeler l'érosion silencieuse du lien. Pas une trahison, pas un conflit majeur, juste une accumulation d'années où l'on n'a pas pris le temps de se regarder vraiment, où l'on a vécu côte à côte sans vivre vraiment ensemble, où la complicité a cédé la place à la cohabitation, et où, à la retraite, quand les deux partenaires se retrouvent subitement seuls face à face, ce silence intérieur devient assourdissant. C'est l'un des premiers facteurs que je veux explorer avec vous. Cette chose que j'appelle la négligence douce. Non pas la méchanceté, non pas l'indifférence brutale, mais cette forme d'inattention progressive qui s'installe dans les couples au fil des années. On est tellement absorbé par les urgences du quotidien, par l'éducation des enfants, par les carrières, par les préoccupations matérielles, que l'on finit par remettre à plus tard ce qui est essentiel. Prendre soin du lien lui-même. Et plus tard, parfois, n'arrive jamais. Il faut comprendre quelque chose d'important sur la nature de l'amour durable. Beaucoup de gens croient que l'amour est un état, quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. Et quand l'état se modifie, on conclut que l'amour est parti. Mais ce que la recherche en psychologie des relations et ce que l'expérience clinique nous enseigne, c'est que l'amour durable est moins un état qu'une pratique. Une façon d'être en relation qui demande une attention quotidienne. Pas de grands gestes spectaculaires, mais une continuité de petits moments partagés, de regards échangés, de curiosité maintenue pour l'autre. John Gottman, un chercheur américain qui a consacré sa vie à étudier les couples, parle de ce qu'il appelle les petits tournants. Ces moments infimes du quotidien où l'un des partenaires tend la main vers l'autre, au sens figuré comme au sens propre. Un commentaire fait à voix haute en lisant le journal, un regard en passant, une invitation à partager quelque chose, et la réponse de l'autre ou son absence. Ces micro-moments, accumulés sur des années, définissent le tissu émotionnel d'un couple bien plus que les grandes déclarations d'amour. Quand on s'habitue à ne pas répondre à ces petits tournants, quand on est trop fatigué, trop préoccupé, trop distrait, on ne le remarque pas sur le moment. Mais après 20 ans de ces non-réponses silencieuses, le tissu s'est raréfié. La connexion s'est effritée. Et le jour où l'on prend le temps de regarder ce qui reste, on peut se trouver face à quelque chose de bien plus fragile qu'on ne l'imaginait. Je veux maintenant aborder un deuxième facteur qui me touche particulièrement parce qu'il est souvent le plus méconnu, le plus difficile à nommer. C'est la question de l'identité personnelle dans le couple. Qui suis-je moi en dehors de nous ? Dans beaucoup de couples qui se forment dans les années 60, 70, voire 80, il y avait une certaine façon de comprendre le couple. L'idée que se marier, c'est fusionner, que l'amour, c'est se donner entièrement, que penser à soi,
c'est presque trahir l'autre. Cette vision romantique a quelque chose de beau, j'en conviens, mais elle porte en elle une forme de danger psychologique que l'on commence seulement à mesurer vraiment. Quand deux individus se fondent l'un dans l'autre, au point de perdre les contours de leur propre identité, quelque chose se fissure progressivement. L'un des partenaires, souvent, a sacrifié ses aspirations propres au profit du couple ou de la famille. Des rêves mis de côté, des passions abandonnées, une vie intérieure étouffée par les exigences du quotidien partagé. Et à 60 ans, quand le temps de vivre pour soi s'ouvre enfin, une question surgit avec une force parfois inattendue. Est-ce que je veux continuer à vivre pour nous ou est-ce que je veux enfin vivre pour moi? Cette question n'est pas égoïste. Elle est profondément humaine. Et elle est particulièrement présente chez les femmes de cette génération, qui ont souvent mis leurs propres besoins en veille pendant des décennies. Des femmes qui se réveillent à 60 ans et qui réalisent qu'elles ont vécu une vie qui leur convenait, certes, mais qui n'était peut-être pas tout à fait la leur. Et ce réveil, parfois, prend la forme d'une séparation. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Et je crois qu'il l'appelle à une réflexion collective sur ce que nous enseignons sur l'amour, sur la différence entre l'amour qui efface et l'amour qui agrandit. Parce qu'un amour sain, un amour durable, n'est pas celui qui réduit les deux partenaires à un seul être. C'est celui qui permet à chacun de grandir, de se développer, d'être pleinement lui-même, tout en restant profondément relié à l'autre. Le philosophe Rainer Maria Rilke avait cette formule magnifique que je cite souvent. L'amour, disait-il, c'est deux solitudes qui se protègent, se délimitent et se saluent. Deux solitudes, deux espaces intérieurs distincts. Pas la fusion mais la rencontre. Pas la dissolution mais le dialogue entre deux êtres qui restent eux-mêmes en s'aimant. Si ce que vous entendez jusqu'ici résonne avec quelque chose dans votre propre vie ou dans vos questionnements, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous allons continuer à explorer ensemble ces thèmes qui touchent à ce que nous avons de plus essentiel. La façon dont nous nous aimons, dont nous vivons avec les autres et dont nous prenons soin de nous-mêmes. Passons maintenant à un troisième facteur, qui est peut-être le plus difficile à reconnaître, parce qu'il touche à quelque chose de douloureux dans l'histoire de nombreux couples. Je veux parler de la rancœur accumulée. Ces griefs anciens, parfois très anciens, que l'on n'a jamais exprimés ou jamais vraiment résolus et qui ont continué à vivre en dessous de la surface, comme une eau souterraine qui mine lentement le sol. Dans ma pratique, j'ai souvent constaté que les couples qui se séparent à la retraite ne se séparent pas à cause d'une crise récente. Ils se séparent à cause d'un conflit vieux de 20 ou 30 ans qui n'a jamais été guéri. Une infidélité pardonnée en apparence, mais jamais vraiment digérée. Une décision prise unilatéralement et qui a laissé une blessure profonde. Des années de critiques ou d'humiliation discrètes. Des années à se sentir mal compris, mal aimé, mal vu. Et tout cela stocké dans la mémoire émotionnelle du couple, attendant. John Gottman parle encore de ce qu'il appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse dans un couple. La critique, le mépris, l'attitude défensive et la dérobade, c'est-à-dire le fait de se fermer émotionnellement, de ne plus répondre à l'autre. Ces 4 comportements, quand ils deviennent chroniques, prédisent avec une précision troublante la rupture d'un couple. Pas immédiatement, pas en quelques mois, mais sur le long terme, ils détruisent le lien aussi sûrement que le ferait une maladie non traitée. Et ce qui se passe à 60 ans, souvent, c'est que l'on n'a plus les ressources pour continuer à contenir tout ça. Les enfants ne sont plus là pour occuper l'espace. Le travail n'est plus là pour offrir une échappatoire. La vie sociale s'est peut-être réduite. Et soudain, les deux partenaires se retrouvent dans un espace plus restreint, avec leurs vieux griefs,
leurs vieilles blessures et beaucoup moins de distractions pour ne pas les voir. Ce n'est pas une fatalité. Je veux insister là-dessus. Des couples ont traversé des années de rancœur et ont réussi à se retrouver, à reconstruire quelque chose de nouveau sur ces décombres. Mais cela demande un vrai travail, souvent accompagné d'un professionnel. Et surtout, cela demande la volonté des deux partenaires de regarder ce qui est douloureux, d'en parler, de se demander pardon pour ce qui peut l'être, et de décider ensemble si l'on veut continuer à avancer. Le problème, c'est que beaucoup de couples n'ont jamais développé ce que l'on pourrait appeler une culture de la réparation. Ils ont appris à éviter les conflits, mais pas à les traverser. Ils ont appris à coexister en paix, mais pas à se réconcilier vraiment. Et quand les années passent et que les blessures s'accumulent sans être guéries, l'espace entre les deux partenaires grandit jusqu'à devenir infranchissable. Je voudrais vous parler d'un homme que j'appellerais Bernard, 67 ans. Retraité depuis 2 ans, il me consulte après que sa femme lui a annoncé qu'elle voulait le quitter. Il est sous le choc. Pour lui, leur couple allait bien. Il n'avait pas vu venir. Ce que son travail thérapeutique va progressivement révéler, c'est qu'il n'avait pas vu venir parce qu'il n'avait pas voulu voir. Pendant 30 ans, sa femme lui avait dit, de différentes façons, qu'elle se sentait seule, qu'elle avait besoin de plus de présence, de plus d'écoute, de plus de tendresse. Et lui, submergé par son travail, convaincu de bien faire en subvenant aux besoins matériels de la famille, n'avait pas entendu, ou avait choisi de ne pas entendre. Ce que décrit Bernard, c'est une forme de surdité émotionnelle qui est très répandue et qui a des racines profondes dans notre façon d'éduquer les hommes, en particulier dans les générations nées dans les années 40 et 50. Des hommes auxquels on a appris que l'amour se prouve par les actes concrets, par la protection matérielle, par la stabilité, mais pas par la présence émotionnelle, pas par la capacité à écouter, à accueillir, à se montrer vulnérable. Et de l'autre côté, des femmes auxquelles on a appris à s'adapter, à ne pas trop demander, à mettre les besoins des autres avant les leurs. Des femmes qui ont attendu longtemps que leurs partenaires comprennent et qui, à un moment, ont cessé d'attendre. Ce décalage générationnel dans les attentes et les langages affectifs est l'un des facteurs les plus importants des séparations tardives. Ce n'est pas que l'amour n'était pas là, c'est que les deux partenaires parlaient des langues différentes et ne savaient pas le reconnaître. Gary Chapman, un psychologue américain, a développé l'idée des 5 langages de l'amour. L'idée que chacun d'entre nous exprime et reçoit l'amour de façon différente. Certains ont besoin de mots d'affirmation, d'autres de temps de qualité, d'une présence pleine, c'est entière. D'autres encore d'actes de service, de petits gestes concrets qui disent « je pense à toi » ou de cadeaux, pas nécessairement matériels, ou de contact physique, de tendresse corporelle. Quand deux partenaires ont des langages différents et ne le savent pas, ils peuvent s'aimer sincèrement sans jamais vraiment se sentir aimés. Parce que l'amour qu'ils donnent n'est pas reçu dans la langue dont l'autre a besoin. Je pense à des couples où l'un des partenaires fait tout pour l'autre. Il cuisine, il répare, il organise. Et l'autre se sent pourtant seul. Parce que ce dont il a besoin, ce n'est pas qu'on fasse des choses pour lui. C'est qu'on soit là avec lui. Qu'on s'assoie à côté de lui et qu'on lui parle vraiment. Et ce malentendu, multiplié par des milliers de jours, peut creuser un fossé immense, sans que personne n'ait eu de mauvaises intentions. La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que ces langages peuvent s'apprendre. Il n'est jamais trop tard pour demander à l'autre ce dont il a besoin pour se sentir aimé. Il n'est jamais trop tard pour dire « voilà comment moi je me sens aimé. Est-ce que tu peux essayer de me l'offrir ?» Mais cela demande d'abord de reconnaître que l'on ne sait peut-être pas, que l'on n'a pas forcément bien lu l'autre depuis toutes ces années.
Et cette reconnaissance est en elle-même un acte d'humilité et d'amour. Je voudrais maintenant parler d'un sujet dont on parle encore peu et qui est pourtant central dans les séparations tardives, la question de la sexualité et de l'intimité corporelle. Je sais que ce n'est pas le sujet le plus facile à aborder. Il est souvent entouré de pudeur, parfois de honte, souvent de malentendus. Mais je crois profondément que le faire avec respect et honnêteté est important, parce que l'intimité physique est l'une des expressions les plus profondes du lien dans un couple. Et son érosion, souvent silencieuse, est l'un des signes les plus précoces d'un couple en difficulté. La ménopause, l'andropause, les modifications hormonales qui accompagnent le vieillissement, les douleurs chroniques, les maladies, les médicaments qui affectent le désir, tout cela peut transformer radicalement la vie sexuelle d'un couple vieillissant. Et si ces changements ne sont pas nommés, s'ils ne sont pas abordés ensemble avec ouverture et bienveillance, ils peuvent rapidement créer un espace de silence et de distance qui s'étend bien au-delà du lit. Il y a une chose que j'observe souvent, beaucoup de couples vieillissants cessent progressivement tout contact physique. Pas seulement la sexualité au sens strict, mais aussi la tendresse, les caresses, les baisers, les étreintes. Ce langage corporel que nous avons utilisé pour nous relier à l'autre depuis le tout début de notre relation. Et ce retrait du corps peut créer un sentiment de solitude et de rejet qui est extrêmement douloureux, même si, souvent, il est intentionnel. Si ce que vous entendez dans cet audio vous touche, si vous reconnaissez quelque chose de votre histoire ou de la vie des gens que vous aimez, pensez à vous abonner à cette chaîne et à partager ce contenu. Chaque abonnement nous permet de continuer à créer des espaces de réflexion sur ce qui compte vraiment, la façon dont nous prenons soin de nos relations et de nous-mêmes. La question de la santé, d'ailleurs, mérite que l'on s'y arrête plus longuement, parce qu'à 60 ans, les corps commencent à raconter une autre histoire. La maladie fait parfois son entrée, pas nécessairement de façon dramatique, mais sous forme de fatigue chronique, de douleur, de limitation. Et face à la maladie de l'autre, les partenaires réagissent de façon très différente. Certains se rapprochent. La fragilité de l'autre éveille en eux une tendresse nouvelle, une présence qu'ils n'avaient peut-être pas su offrir avant. D'autres, au contraire, se défendent contre la peur que la maladie de l'autre leur inspire en prenant de la distance. Non par méchanceté, mais par une sorte de mécanisme de protection inconscient. Je me protège en ne regardant pas, parce que te regarder malade me renvoie à ma propre mortalité, que je ne suis pas prêt à affronter. Et il y a aussi dans certains couples un phénomène douloureux que l'on appelle la fatigue du proche aidant. Quand l'un des partenaires devient le soignant de l'autre, sur des années, quelque chose peut se transformer dans la relation. Le couple cesse d'être une relation entre deux adultes égaux pour devenir une relation asymétrique, qui ressemble parfois davantage à une relation parent-enfant ou soignant-soigné. Et cette transformation peut être vécue par l'un ou l'autre comme une perte insupportable. Je ne dis pas que c'est juste, je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est réel. Et que reconnaître cette réalité est important pour comprendre pourquoi des gens qui s'aiment, qui ont partagé une vie entière, peuvent en arriver à décider de vivre sérément. Parlons maintenant de quelque chose qui est devenu un facteur de plus en plus important dans les séparations tardives et que je trouve à la fois fascinant et préoccupant, la montée en puissance de l'individuation tardive, ce mouvement intérieur par lequel, à un certain âge, on ressent le besoin de devenir plus pleinement soi-même. Jung, le psychiatre suisse, avait identifié ce processus dès le début du XXe siècle. Il l'appelait l'individuation. L'idée que la seconde moitié de la vie est souvent consacrée à ce mouvement profond vers plus d'authenticité,
vers la réconciliation avec les parties de soi que l'on a dû mettre de côté pour jouer les rôles sociaux attendus. Le père de famille, la mère dévouée, le professionnel ambitieux, la femme raisonnable. Et à 60 ans, quand ces rôles commencent à se dissoudre, quelque chose d'autre peut émerger. Une partie de soi qui avait attendu, des désirs que l'on avait cru morts, des aspirations que l'on avait enterrées. Et parfois, cette émergence est incompatible avec la vie que l'on a construite. Ou du moins, on la perçoit comme telle. Ce besoin de se retrouver soi-même est légitime. Je veux être clair là-dessus. Il est même précieux. Mais il peut être vécu de façon destructrice quand il se traduit par un rejet de tout ce qui était avant, y compris du partenaire qui était là pendant toutes ces années de mise en veille de soi, comme si l'autre était devenu le symbole de cette vie que l'on veut maintenant quitter. C'est pas toujours juste envers l'autre. Et c'est souvent une confusion. Confondre son besoin de grandir avec la nécessité de tout quitter. Confondre l'aspiration à plus d'authenticité avec la conviction que l'on ne peut l'atteindre qu'en partant. J'ai vu des couples traverser ce moment de crise et en sortir transformés, mais ensemble. Pas parce qu'ils ont renoncé à leur besoin d'individuation, mais parce qu'ils ont eu le courage de l'amener dans la relation. De dire à l'autre « je change, j'ai besoin de changer. Est-ce que tu peux m'accompagner dans ce changement ? Est-ce que toi aussi tu as des parties de toi que tu n'as pas encore osé exprimer et que nous pourrions explorer ensemble ?» C'est ce que l'on pourrait appeler la croissance à deux. L'idée que le couple n'est pas un contrat figé, signé à 25 ans pour l'éternité, mais une relation vivante qui peut se réinventer, se transformer, trouver de nouvelles formes à mesure que ses membres grandissent. Maintenant, je voudrais aborder quelque chose que je trouve essentiel et qui est souvent au cœur des séparations tardives sans jamais être nommé clairement. C'est la question du projet commun, ou plutôt son absence. Un couple qui dure n'est pas seulement uni par un passé partagé. Il est aussi tourné vers un avenir commun, vers quelque chose que les deux partenaires construisent ensemble, vers lequel ils marchent. Et quand les enfants sont élevés, quand la carrière est derrière soi, quand les grands projets de vie sont accomplis, la question qui se pose est « Et maintenant, vers quoi allons-nous ensemble ?» Cette question, beaucoup de couples ne se la posent pas assez tôt. Ils arrivent à la retraite sans avoir construit ensemble un projet de vie pour cette nouvelle période. Et soudain, les deux partenaires se retrouvent côte à côte, avec du temps, de la liberté et aucune idée commune de ce qu'ils veulent faire de tout ça. C'est parfois là que les différences fondamentales de valeurs et d'aspirations qui avaient été masquées par les urgences du quotidien se révèlent dans toute leur ampleur. L'un veut voyager, explorer, s'ouvrir au monde. L'autre veut s'ancrer, se rapprocher des petits-enfants, vivre plus simplement. L'un rêve d'une maison à la campagne. L'autre ne supporte pas l'idée de quitter la ville. Ces différences ne sont pas insurmontables en elles-mêmes. Mais si elles n'ont jamais été discutées, si l'on n'a jamais pris le temps de chercher ensemble un terrain commun, elles peuvent devenir des points de rupture. Si ce que vous entendez aujourd'hui vous aide à mieux comprendre les dynamiques de votre couple ou de celui des personnes que vous aimez, je vous encourage à laisser un like sur cette vidéo et à vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces sujets avec la profondeur qu'ils méritent. Je voudrais maintenant parler d'un phénomène qui est, à mon sens, l'une des clés pour comprendre les séparations tardives et qui est pourtant rarement évoquée comme telle, la peur de la mort. Notre relation avec notre propre finitude est profondément transformée à partir de 60 ans. Et cette transformation a un impact direct sur nos relations intimes. Quand on sait, de façon viscérale et non plus seulement intellectuelle, que la vie a une fin proche, cela change quelque chose dans notre façon d'habiter le temps. On devient plus sélectif.
On est moins disposé à tolérer ce qui ne nous convient pas. On ressent une urgence que l'on n'avait pas auparavant. Et cette urgence peut prendre des formes très différentes selon les personnes. Pour certains, elle se traduit par un approfondissement de ce qui existe déjà, une plus grande présence dans la relation, une gratitude renouvelée pour ce que l'on a construit ensemble, une tendresse qui émerge de cette conscience que le temps est compté. Pour d'autres, elle se traduit par une remise en question radicale. Si je n'ai peut-être plus que 20 ou 30 ans à vivre, est-ce que je veux les passer dans cette vie telle qu'elle est? Est-ce que je veux continuer à faire semblant d'être heureux? Est-ce que je veux vivre pour les autres ou enfin pour moi? Et parfois, il y a aussi une chose plus secrète, moins avouable, que j'ai rencontrée dans des confessions cliniques très intimes, la peur de mourir à deux. La peur que si l'on reste ensemble, si l'on continue dans cette routine, on mourra sans avoir vraiment vécu, et que cette vie que l'on n'a pas vécue sera perdue pour toujours. Cette peur est réelle. Elle mérite d'être prise au sérieux, mais elle mérite aussi d'être examinée avec lucidité, parce qu'elle peut parfois reposer sur une illusion, l'idée que la vie qu'on cherche existe quelque part ailleurs, dans une autre relation, dans une autre existence, et qu'il suffit de quitter celle-ci pour la trouver. Or, l'expérience montre que l'on emporte avec soi, quelle que soit la relation que l'on quitte, les mêmes schémas, les mêmes peurs, les mêmes angles morts, et que la vie que l'on cherchait à l'extérieur doit d'abord être construite à l'intérieur de soi. Cela m'amène à parler de quelque chose que j'aborde, vous avec beaucoup de précaution, parce que je veux éviter tout jugement moral. Je veux parler des nouvelles relations, des nouvelles rencontres amoureuses qui surviennent parfois à cet âge et qui peuvent précipiter une séparation. Des hommes qui tombent amoureux d'une femme plus jeune. Des femmes qui découvrent à 60 ans une attirance pour quelqu'un d'inattendu. Ces situations existent. Et elles sont souvent vécues par les personnes concernées comme une révélation, un éveil, la preuve que la vie n'est pas finie. Je ne suis pas là pour condamner ces expériences. Je crois que l'amour peut survenir à tout âge et prendre des formes inattendues. Mais je veux inviter à une certaine lucidité, parce que ces nouvelles liaisons surviennent rarement dans un vide. Elles surgissent souvent à un moment où l'on manque de quelque chose dans sa relation principale, où l'on se sent invisible, incompris, non désiré. Et la nouvelle relation vient répondre à ce manque avec une intensité qui peut être enivrante. Ce qu'il est utile de se demander dans ces moments, c'est si l'on a vraiment exploré toutes les ressources de la relation que l'on a. Si l'on a dit à l'autre ce dont on avait besoin. Si l'on a cherché ensemble comment retrouver cette flamme, cette présence, ce désir que l'on croit trouver ailleurs. Parfois la réponse est non. Et alors, cette exploration s'impose avant toute décision définitive. Mais parfois la réponse est c'est oui. Parfois le travail a été fait sincèrement et la conclusion s'impose d'elle-même. Ces deux personnes ne peuvent plus ou ne veulent plus continuer ensemble. Et dans ce cas, la séparation, même douloureuse, peut être une décision juste. Je veux maintenant parler de quelque chose qui me tient profondément à cœur, parce que je crois qu'il est l'un des fondements de toute relation durable. L'amitié dans le couple. Non pas l'amitié comme une alternative à l'amour, mais comme sa couche la plus profonde et la plus stable. Les recherches de Gottman et d'autres spécialistes des relations montrent de façon très claire que les couples qui durent et qui s'épanouissent sont avant tout des couples d'amis, des gens qui, au-delà de l'attirance, au-delà de la passion, au-delà des rôles familiaux, s'apprécient vraiment, s'intéressent à la vie intérieure de l'autre, trouvent du plaisir à passer du temps ensemble, se font confiance, rient ensemble. Et cette amitié, comme toute amitié, demande à être entretenue. Elle demande du temps, des conversations qui ne portent pas sur la logistique de la maison,
ou les problèmes des enfants, mais sur des sujets qui nous passionnent, sur nos rêves, nos peurs, nos découvertes. Elle demande une curiosité maintenue pour l'autre, la reconnaissance que l'autre continue à se développer, à changer, à devenir quelqu'un de légèrement différent d'une année à l'autre, et que cette évolution est fascinante plutôt qu'inquiétante. Je voudrais vous proposer une petite expérience de pensée. Demandez-vous, si mon partenaire n'était pas mon partenaire amoureux, est-ce que je l'aurais pour ami? Est-ce que j'aimerais passer du temps avec lui ou elle? Est-ce que j'aime la façon dont il ou elle pense, rit, aborde les difficultés de la vie? Et réciproquement, est-ce que je suis le genre d'ami que j'aimerais avoir, pour lui ou elle? Est-ce que je lui offre la présence, l'écoute, la curiosité que j'espère recevoir? Cette réflexion n'est pas un test dont on peut sortir avec une note. C'est une invitation à regarder avec honnêteté la qualité de la connexion que l'on entretient avec la personne qui partage notre vie. Si ce chemin de réflexion vous parle, si vous sentez que ces questions méritent votre attention, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Ensemble, nous continuons à explorer ces chemins vers plus de conscience, de tendresse et de liberté intérieure. Abordons maintenant quelque chose que je trouve crucial et souvent sous-estimé dans les analyses des séances tardives. Le rôle de l'entourage. Les enfants, les amis, la famille élargie. Quand un couple traverse une crise, l'entourage joue un rôle considérable, souvent sans le savoir. Des enfants adultes qui prennent parti, des amis qui donnent des conseils qui reflètent leurs propres peurs ou leurs propres désirs non résolus, des familles qui exercent une pression, explicite ou implicite, pour que le couple reste ensemble ou au contraire se sépare. Tout cela contribue à un environnement dans lequel les décisions que les deux partenaires ont besoin de prendre pour eux-mêmes sont constamment parasités par des voix extérieures. Je pense notamment aux enfants adultes dans les séparations tardives. Leur réaction est souvent intense et complexe. Même à 40 ans, apprendre que ses parents divorcent peut réveiller des peurs archaïques, des questions identitaires profondes. Est-ce que leur amour était réel? Est-ce que notre famille était un mensonge? Est-ce que l'amour dure? Et parfois la culpabilité, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? Ces réactions des enfants adultes peuvent créer une pression supplémentaire sur les parents qui se sentent responsables de la douleur qu'ils causent et qui peuvent soit rester dans une relation qui ne les nourrit plus par peur de blesser leurs enfants, soit se sentir incompris et jugent dans leur décision de partir. Il n'y a pas de réponse simple à cette situation, si ce n'est de rappeler que les parents ne sont pas responsables du bonheur de leurs enfants adultes, même si leurs décisions les affectent, et que les enfants, même adultes, ont besoin de temps pour intégrer ce type de changement, et qu'il est important de leur offrir la vérité avec douceur, sans les transformer en confidents ou en arbitres d'un conflit qui les dépasse. Je veux maintenant ouvrir une réflexion sur ce que j'appellerais les ressources négligées des couples vieillissants. Ces choses qui existent déjà, souvent, et qui pourraient nourrir la relation si on les laissait vraiment entrer. La première de ces ressources, c'est l'histoire partagée elle-même. 30-40 ans de vie commune, c'est une richesse extraordinaire. C'est une bibliothèque entière d'expériences vécues ensemble, de moments difficiles traversés, de joies partagées. Et pourtant, beaucoup de couples ne consultent plus cette bibliothèque. Ils vivent dans le présent tendu de leurs difficultés sans jamais se retourner pour voir tout ce qu'ils ont traversé ensemble. Il y a quelque chose de très simple que j'encourage parfois et qui peut avoir un effet saisissant: se raconter son histoire, s'asseoir ensemble, sortir les vieilles photos et se raconter non pas les grandes dates, mais les petites choses. Un souvenir d'une nuit difficile traversée ensemble,
un moment de rire inoubliable, un instant de tendresse que l'on avait oublié. Cette narration commune, cette façon de relire son histoire à deux, peut raviver quelque chose que l'on croyait éteint. La deuxième ressource négligée, c'est la gratitude. Je parle souvent de gratitude dans mes conférences et mes livres, parce que je crois profondément que c'est l'une des pratiques les plus puissantes pour la santé émotionnelle. Et dans un couple, la gratitude prend une forme très spécifique. La reconnaissance de ce que l'autre nous a donné, de ce qu'il ou elle est, de ce que sa présence apporte à notre vie. Dans les couples qui vont mal, on a tendance à focaliser sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, sur ce que l'autre ne fait pas ou ne dit pas. Et cette focalisation sur le négatif n'est pas une perversion morale, c'est un biais cognitif humain très normal que l'on appelle le biais de négativité. Mais elle peut être conscientisée et tempérée. Par exemple, en se demandant chaque soir, même brièvement, qu'est-ce que mon partenaire a fait aujourd'hui qui m'a été utile, agréable, touchant, même quelque chose de minuscule. Un café préparé, un appel passé pour régler un problème ennuyeux, un sourire. Ces moments de reconnaissance, exprimés à voix haute à l'autre, créent progressivement une atmosphère émotionnelle différente dans la relation. Non pas naïve ou complaisante, mais plus équilibrée, plus consciente de la richesse de ce qui existe. La troisième ressource, c'est la capacité à créer de la nouveauté. Les recherches sur la psychologie du couple montrent de façon très claire que la nouveauté est l'un des moteurs du désir et de la vitalité dans une relation. Non pas la nouveauté au sens de tout changer, tout quitter, mais la nouveauté au sens d'introduire de l'imprévu, de l'inédit dans la vie commune. Découvrir ensemble quelque chose que l'on n'a jamais fait. Aller dans un endroit que l'on ne connaît pas. Apprendre quelque chose de nouveau ensemble. Partager une activité que l'on n'avait jamais essayée. Ces expériences nouvelles partagées réactivent le système d'attachement et le système de récompense du cerveau de façon similaire à ce qui se passe dans les premières phases d'une relation. Elles ne recréent pas la passion du début, bien sûr, mais elles créent quelque chose de différent et peut-être de plus précieux, une complicité renouvelée, un sentiment que la vie à deux n'est pas encore toute tracée, qu'elle recèle encore des surprises. Je vais maintenant aborder quelque chose qui touche à des questions existentielles profondes et qui est de plus en plus présent dans les séparations tardives de notre époque. L'influence de la culture contemporaine sur nos attentes amoureuses. Nous vivons dans une société qui valorise l'accomplissement personnel, l'authenticité, la recherche du bonheur comme droit fondamental. Ces valeurs ont beaucoup d'aspects positifs. Elles nous ont libérés de certains enfermements. Elles ont permis à des gens de quitter des relations véritablement toxiques ou destructrices, là où les générations précédentes se seraient résignées. Mais elles ont aussi créé quelque chose de problématique, une inflation des attentes envers le couple. L'idée que le partenaire amoureux devrait être non seulement l'ami, l'amant, le compagnon de vie, mais aussi le thérapeute, le meilleur ami, le coach de vie, la source principale de sens et d'épanouissement personnel. Et quand cette créature mythique ne se matérialise pas dans la personne réelle qui partage notre lit depuis 40 ans, on peut conclure que la relation a échoué. L'essayiste américaine Esther Perel parle de ce phénomène avec beaucoup de précision. Elle observe que nous demandons aujourd'hui à nos partenaires ce que des générations entières demandaient à des communautés entières, à la religion, à la famille élargie, à des réseaux de soutien collectif. Et que cette concentration de toutes nos attentes sur une seule personne crée une pression considérable sur la relation, une pression qu'aucun être humain réel ne peut véritablement soutenir. Ce n'est pas un appel à abaisser nos attentes de façon résignée, c'est une invitation à les distribuer, à comprendre que nos besoins de connexion, d'appartenance,
de sens, de croissance ne peuvent et ne doivent pas tous être satisfaits par une seule personne. Que la santé d'un couple passe aussi par la santé des vies individuelles de chaque partenaire, par leur réseau d'amis, leurs passions, leurs engagements. Un couple dont les deux membres ont des vies riches, des amitiés nourrissantes, des passions qui les animent, arrive à la relation avec quelque chose à offrir plutôt qu'avec le désespoir de celui qui attend d'être rempli. Si jusqu'ici ces réflexions vous ont accompagné, je veux vous dire merci pour votre présence et votre attention. Et je vous invite encore une fois à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, pour continuer à recevoir ces conversations sur l'art de vivre et d'aimer avec plus de conscience. Je veux maintenant parler de la solitude, parce que c'est souvent, paradoxalement, ce qui attend ceux qui se séparent après 60 ans, alors même qu'ils ont parfois quitté une relation dans laquelle ils se sentaient seuls. Et cette réalité mérite d'être regardée en face. La solitude des personnes âgées est l'une des épidémies silencieuses de notre temps. Des recherches récentes montrent qu'elle a des effets sur la santé physique comparables à ceux du tabagisme. Elle augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de dépression, de déclin cognitif. Et pourtant, dans notre culture qui valorise l'indépendance et l'autonomie, on n'en parle pas assez. Pour quelqu'un qui se sépare à 60 ou 65 ans, la solitude qui suit peut être une expérience radicalement différente de celle vécue après une rupture à 30 ans. À 30 ans, le tissu social est souvent dense, les amis sont disponibles. L'énergie pour construire de nouvelles relations est là. À 65 ans, le réseau social s'est souvent réduit. Les amis ont vieilli, certains sont partis. La famille est dispersée. L'énergie physique et émotionnelle pour construire de nouvelles connexions peut manquer. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas se séparer quand la séparation est nécessaire, mais cela signifie qu'il faut anticiper, construire, avant même de prendre cette décision, un réseau de soutien, des amitiés solides, des activités sociales régulières, des engagements qui donnent un sens à la vie en dehors du couple. Et pour ceux qui restent dans leur relation, cela signifie aussi de ne pas tout miser sur le couple, de maintenir des amitiés individuelles, pas seulement de couple, d'avoir des espaces qui vous appartiennent à vous seul, où vous existez en dehors de votre rôle de partenaire. Je voudrais maintenant aborder la question du pardon, parce que dans toute longue relation, il y a des blessures, des mots dits dans la colère et regrettés, des trahisons de confiance, petites ou grandes, des moments où l'un a failli à l'autre. Et la capacité à pardonner, vraiment pardonner, est l'une des compétences les plus importantes et les plus difficiles de la vie relationnelle. Le pardon ne signifie pas oublier. Il ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Il ne signifie pas se réconcilier si la réconciliation n'est pas possible ou souhaitable. Le pardon, au sens psychologique profond du terme, c'est libérer l'autre du rôle de bourreau que nous lui avons assigné dans notre histoire intérieure. C'est cesser de nous définir comme la victime de ce qu'il ou elle nous a fait. C'est reprendre le pouvoir sur notre propre récit. Ce travail de pardon est souvent le plus difficile qui soit, et il ne peut pas être forcé ou précipité. Il se fait à son rythme, souvent avec l'aide d'un accompagnement thérapeutique. Mais je crois profondément qu'il est libérateur, qu'il permet de ne pas traîner le poids de vieilles rancœurs dans toutes nos relations, y compris dans les nouvelles que l'on pourrait former après une séparation. J'ai vu des gens qui avaient quitté une relation après des années de souffrance et qui, sans avoir fait ce travail de pardon, avaient reproduit dans la relation suivante exactement les mêmes schémas. Parce que les blessures non guéries ont cette façon de se réécrire dans de nouveaux contextes. Je voudrais aborder maintenant quelque chose que l'on n'anticipe pas toujours, ce que la séparation tardive fait à l'identité.
Parce que quand on a été quelqu'un pendant 40 ans dans le contexte d'une relation, quand une partie importante de notre identité s'est construite dans et à travers cette relation, en sortir peut produire une expérience de dissolution du soi qui est profondément déstabilisante. Qui suis-je, moi, sans nous? Cette question peut sembler simple, mais pour beaucoup de personnes, en particulier celles dont l'identité s'est fortement construite autour du rôle de partenaire ou de conjoint, elle ouvre un abîme, une forme de deuil de soi que l'on n'avait pas anticipé. Ce deuil est réel, il est légitime, et il demande à être traversé avec patience et bienveillance envers soi-même, pas en cherchant à le contourner par une nouvelle relation immédiate, pas en noyant la douleur dans l'agitation, mais en s'accordant le temps de se retrouver, de redécouvrir ce que l'on aime en dehors d'un couple, ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on désire quand on n'a plus à en tenir compte d'un autre. Ce temps de solitude choisi, traversé consciemment, peut être l'un des plus riches de toute une vie. Beaucoup de gens qui ont fait ce chemin témoignent d'une chose surprenante. Ils ont fait des découvertes sur eux-mêmes à 60 ou 65 ans qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de faire avant. Ils ont trouvé des ressources, des passions, des facettes d'eux-mêmes qu'ils ignoraient ou avaient oubliées. Parlons maintenant de ce qui, à mon sens, est peut-être le facteur le plus fondamental dans la longévité et l'épanouissement d'un couple. La capacité à se parler vraiment, pas à communiquer au sens de s'échanger des informations sur la logistique de la vie commune, mais à se parler au sens profond du terme, à se dire ce que l'on ressent vraiment, ce dont on a besoin, ce qui nous fait peur, ce qui nous fait rêver. Beaucoup de couples vieillissants ont perdu ce langage. Ils ont appris à coexister en harmonie relative en évitant soigneusement tout sujet potentiellement conflictuel. Ils parlent de la météo, des nouvelles, des enfants, des petits-enfants. Mais ils ne se parlent plus vraiment. Et ce silence s'approfondissant peut finir par ressembler à une forme de mort douce du lien. Ce dont nous avons besoin, pour nous parler vraiment, c'est d'abord d'avoir développé une relation suffisamment sûre avec nos propres émotions, la capacité à identifier ce que l'on ressent, à lui donner un nom, à ne pas en avoir peur. Et cette capacité, pour beaucoup d'entre nous, demande un travail. Elle ne va pas de soi, elle s'apprend. Elle demande aussi d'avoir confiance que l'autre peut entendre ce que l'on dit, et que dire ce que l'on ressent ne se soldera pas par un conflit, un rejet ou une punition silencieuse. Cette confiance se construit sur des années de petites expériences, où l'on s'est dit quelque chose de vulnérable, et où l'autre a accueilli cette vulnérabilité avec respect. Et elle se détruit sur des années de petites expériences, où l'on a été ignoré, critiqué ou ridiculisé quand on a tenté de s'ouvrir. Reconstruire cette confiance dans un couple où elle a été abîmée est possible, mais demande de la patience, de la cohérence et souvent l'aide d'un tiers. Un thérapeute de couple peut être un espace précieux pour apprendre à se parler autrement. Pas un espace pour régler des comptes ou convaincre le thérapeute que l'on a raison et l'autre tort, mais un espace pour réapprendre à s'écouter. Je veux maintenant vous parler d'une chose que je trouve très belle et que j'ai observée chez des couples qui ont traversé des crises profondes et qui sont sortis plus forts. Je l'appelle la seconde rencontre. C'est ce moment où deux personnes qui se sont perdues se retrouvent. Pas comme ils étaient au début, non, mais autrement, plus matures, plus conscients de leurs propres limites et de celles de l'autre, plus lucides sur ce que la relation a été et sur ce qu'ils veulent qu'elle devienne, plus capables de choisir l'autre en connaissance de cause, plutôt que par habitude ou par peur. Ces secondes rencontres sont possibles. Elles demandent que les deux partenaires aient fait un certain chemin intérieur, qu'ils aient chacun regardé leur propre part dans les difficultés de la relation,
qu'ils aient accepté que l'autre n'est pas le partenaire idéal qu'ils avaient imaginé, mais un être humain réel, imparfait, qui a lui aussi ses peurs et ses blessures, et qu'ils aient décidé de choisir cet être réel plutôt que de continuer à souffrir de ne pas avoir l'imaginaire. J'ai rencontré des couples qui ont eu cette seconde rencontre à 65, à 70 ans, parfois même après une séparation d'1 an ou 2. Des couples qui ont vécu une rupture, ont traversé leur solitude respective, ont fait leur chemin et se sont retrouvés avec quelque chose de nouveau, de plus léger, de plus choisi. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une promesse que cela peut arriver pour tous. Mais c'est une réalité que j'ai observée suffisamment souvent pour y croire, et je veux vous la partager comme une possibilité, comme une invitation à ne pas refermer les portes trop vite, même quand les choses sont difficiles. Approchons maintenant de la fin de notre réflexion commune. Nous avons exploré beaucoup de territoires ensemble aujourd'hui. La négligence douce qui érode les couples sans qu'on le remarque. La crise d'identité qui survient quand les rôles sociaux se retirent et qu'on se retrouve face à soi-même. Les blessures non guéries et la rancœur accumulée. Les langages différents de l'amour et les malentendus qui en résultent. La peur de la mort et l'urgence qu'elle crée. La question de l'intimité physique et de son évolution. Le rôle de l'entourage. Les ressources que l'on néglige. Les attentes culturelles qui pèsent sur nos relations. Et la capacité à se parler vraiment, à se retrouver, à choisir l'autre à nouveau. Tout cela pour dire quelque chose de simple, au fond. Les séparations tardives ne sont pas un mystère. Elles sont le résultat de processus lents, souvent évitables si l'on avait disposé des outils, de la conscience et du courage nécessaires plus tôt. Et si elles ne sont pas toujours évitables, elles méritent d'être comprises par ceux qui les vivent, par leurs enfants, par nous tous qui sommes tous, à un degré ou un autre, engagés dans la complexité et la beauté des relations humaines. Ce que je voudrais vous laisser en guise de conclusion, c'est une image. Imaginez un jardinier qui revient dans son jardin après de longues années d'absence. Il trouve un jardin qui n'est plus tout à fait le même qu'il avait laissé. Certaines plantes ont séché, d'autres ont envahi l'espace. Il y a des coins d'ombre où plus rien ne pousse. Mais il y a aussi des recoins inattendus, où des fleurs ont émergé d'elles-mêmes, obstinées et belles. Ce jardinier a 2 options. Il peut regarder tout ce qui a séché et décider que le jardin est perdu, ou il peut décider de s'y remettre. Pas pour recréer exactement ce qu'il y avait avant, parce que c'est impossible et peut-être même pas souhaitable, mais pour voir ce qui peut encore pousser dans ce sol avec ces 2 personnes telles qu'elles sont aujourd'hui. Prendre soin d'une relation de longue durée, ce n'est pas la conserver comme un musée, c'est la laisser se transformer. C'est accepter que l'on est tous les deux différents de ce que l'on était à 25 ans, et que c'est une richesse. C'est avoir le courage de se regarder vraiment, de se dire la vérité avec douceur, et de décider ensemble, en toute conscience, ce que l'on veut faire du temps qui reste. Ce temps qui reste est précieux. Je ne dis pas pour créer de la peur, mais pour créer de la conscience. Pour vous inviter, si vous êtes en couple, à ne pas remettre à demain les conversations importantes, les moments de tendresse, les décisions qui concernent votre vie commune. Et si vous traversez en ce moment une séparation ou ses suites, je veux vous dire que ce que vous vivez est difficile, certes, mais que c'est aussi un terrain fertile pour une croissance que vous n'imaginez peut-être pas encore. La vie ne s'arrête pas à 60 ans. Elle entre dans une nouvelle phase, plus consciente, peut-être plus lente, mais riche de tout ce que l'on a traversé et de tout ce qui reste à découvrir. Et que l'on soit seul ou à 2, ce qui compte, c'est la qualité de présence que l'on apporte à cette vie, la qualité d'attention que l'on offre à ce qui est là, la gratitude pour ce qui a été et la curiosité pour ce qui vient encore.
Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et souvenez-vous que l'amour, sous toutes ses formes, mérite d'être cultivé avec la même attention que l'on accorderait à ce qu'on a de plus précieux, parce qu'il l'est. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu vous a été utile, si quelque chose de ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a touché, vous a fait réfléchir ou vous a donné envie d'aborder une conversation que vous reportiez depuis trop longtemps, je vous invite à vous abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode.